Le point. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Pour cette nouvelle saison, nous vous donnons rendez-vous avec Peggy Sastre toutes les 2 semaines pour un grand entretien avec un invité. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Aujourd'hui, nous accueillons la journaliste Camille Emmanuel qui vient de publier chez Grasset Ricochet. Camille Emmanuel, bonjour. Bonjour. Vous êtes effectivement journaliste, spécialisée dans les questions de genre et de sexualité, mais aussi essayiste et romancière. Vous avez travaillé entre autres pour les Inrocks et l'Obs, où nous avons été collègues. Nous avons également des maisons d'édition en commun, puisque vous avez publié à la Musardine en 2017 Sans tabou, ne plus jamais rougir de nos règles, et ça ne s'entend pas, mais ça s'écrit S-A-N-G. Et c'est là qu'on voit qu'on se rapproche aussi par le goût des blagounettes. Et comme autre maison commune, en 2016, vous avez publié Sexpowerment, le sexe libère la femme et l'homme, entre parenthèses, aux éditions Anne Carrière, où vous êtes par ailleurs éditrice et directrice de la collection Sex Appeal. Mais si nous vous recevons aujourd'hui, c'est parce que le 1er septembre, vous avez publié chez Grasset Ricochet, qui a comme sous-titre « Proches de victimes d'attentats, les grands oubliés ». Et c'est un livre qui nous oblige à enfreindre la loi fondamentale de la séparation entre la femme et l'artiste, puisque pour commencer à le comprendre, il faut savoir que vous êtes à la ville l'épouse de Luz, qui est dessinateur et qui a longtemps été caricaturiste pour Charlie Hebdo, et qui est rescapé de l'attentat du 7 janvier 2015 grâce à une panne de réveil qui l'a fait arriver en retard à la conférence de rédaction. Et donc, pour commencer par le commencement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre et en particulier de sa genèse ? En fait, j'ai entendu le terme victime par ricochet la première fois, c'était le 7 janvier 2015, en fin de journée. C'était à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris. J'accompagnais donc mon mari à un entretien psy, les entretiens qui sont faits en urgence en fait, dans une cellule psychologique d'urgence après un attentat. Je sais pas pourquoi je l'accompagnais d'ailleurs, j'aurais pas dû l'accompagner, mais j'étais là. Et à un moment donné, la psy s'est tournée vers moi et m'a demandé comment j'allais et j'ai trouvé la question un peu étrange. Puisque moi j'étais victime de rien, enfin j'étais arrivée après les faits rue Nicolas Appert et c'est là qu'elle m'a parlé qu'en fait en tant que proche de victime directe, j'étais une victime par ricochet et ce mot-là à l'époque je l'ai pas vraiment entendu et je refusais, enfin il y avait un souci en fait de légitimité, je voyais pas de quoi elle me parler. Quelques temps plus tard, j'ai un peu mieux compris en fait ce truc de ricochet et j'ai cherché des choses là-dessus. J'ai cherché, quand je cherche une réponse en fait à une question, je vais en librairie et là j'ai rien trouvé. Il y avait des choses sur le deuil, il y avait des choses sur la résilience en général, mais il y avait rien sur le fait d'être proche d'une victime directe. Et donc je me suis dit que voilà, c'est le livre que je cherchais, j'allais l'écrire et mener une enquête en fait sur ce terme-là. Qu'est-ce que ça veut dire psychologiquement, qu'est-ce que ça veut dire juridiquement et même d'un point de vue philosophique. Mais alors justement, qu'est-ce que c'est qu'une victime par ricochet ? Eh bien, il faut lire ce livre pour le découvrir. Non, une victime par ricochet, la première définition, elle est juridique. Alors après, c'est que la jurisprudence, il n'y a pas de loi qui définit ça. Mais en gros, dans le cadre d'un attentat, c'est quelqu'un, le ou la proche d'une victime directe, soit quelqu'un qui est décédé, soit quelqu'un qui est blessé physiquement ou psychiquement. Ça mélange ces 3 cas. Sachant que moi, ma situation est, je dirais, la moins pire, puisque Luz a été blessée psychiquement, mais pas physiquement. C'est ce qu'on appelle un rescapé. Donc voilà. Et donc le victime par ricochet, appelé aussi victime indirecte, c'est la personne en fait qui va être au plus près d'eux. Et j'ajouterais en fait, c'est pour moi ce qui définit vraiment ça, ça peut être plusieurs personnes d'ailleurs, c'est pas forcément une, mais sa vie va être complètement bouleversée d'un point de vue pragmatique, au niveau des valeurs, au niveau de psychologique aussi. Il va y avoir des sortes de syndromes post-traumatiques, mais qui sont pas les mêmes que la victime directe. En tout cas, voilà, il va y avoir un avant-après très clair en fait par rapport à l'événement. Et comment est-ce qu'on prend soin de ses proches victimes tout en prenant soin de soi-même ? Est-ce que c'est même possible ? Je
Je dirais qu'au début, non. Je suis allée voir d'autres proches, en fait, de rescapés, liés aux attentats de 2015. Et à un moment donné, Maisie, donc, qui est la femme de l'ancien webmaster de Charlie, Simon, qui a été très gravement blessé. Elle a cette métaphore qui est très juste en disant c'est comme aux urgences, il y a un triage. On prend d'abord en priorité la personne qui est en danger. Et le reste, on verra plus tard. Et ben, je dirais que là, c'est pareil. Enfin, son image est assez juste, c'est que la priorité, c'était d'abord l'autre et pas moi. Et sachant que il y avait des choses très pratiques à gérer. Enfin, on a beaucoup déménagé. Il y avait la protection policière. Il y avait vraiment un quotidien en fait où on est en effet attentif à l'autre et faire en sorte qu'il ait le moins de problèmes à gérer. Parce que déjà, il doit d'abord se réparer psychologiquement, quoi. Donc c'est vrai que j'ai beau ne pas avoir le syndrome de l'infirmière, c'est pas dans ma personnalité en fait d'être dans le soin de l'autre, sinon je serais devenue infirmière. Et il y a eu quand même, plusieurs mois effectivement, voire plus dédiés en fait, à essayer de mettre l'autre à l'abri. Mais quand je dis à l'abri, c'est aussi mettre dans un cadre serein psychologiquement. Et après, il y a ce que j'ai appelé moi le retour à soi, qui est pas négatif, hein, mais qui est même, je pense, assez sain et nécessaire de se dire, bon, alors dans l'histoire, moi, comment je vais ? Et bon, ce retour à soi peut être un peu brutal, parce que la réponse peut être genre, pas t'éros en fait. Donc c'est à ce moment-là que, d'ailleurs, moi, j'ai commencé aussi le travail d'écriture et de recherche, c'est que je me suis dit, comment ça se fait que j'aille pas très bien alors que l'autre va mieux. Il y a une forme de culpabilité en plus. Alors justement, comment allez-vous aujourd'hui et qu'est-ce qui vous a aidé à vivre, à survivre ? Déjà la résilience de Luz. À partir du moment où l'autre va mieux aussi, il y a quand même un effet ricochet aussi là-dessus. Et puis il y a plusieurs choses. Alors j'ai pas voulu écrire un parfait petit manuel en fait du proche de victime. Sachant que j'ai vraiment une dent contre les ouvrages de développement personnel. Mais je raconte un parcours de résilience en me disant, moi, ce qui m'a... Les outils, en fait, qui m'ont permis aussi à un moment donné d'aller mieux, peut-être que d'autres peuvent les utiliser. Et déjà, la première démarche, ça a été l'écriture de ce livre. Parce que je suis allée voir des avocats, je suis allée voir des psys, je suis allée voir plein de gens que j'aurais pas personnellement été voir si j'avais pas eu cette démarche journalistique. Et ces gens-là m'ont mis des mots, en fait, sur ce que je vivais. J'avais l'impression d'être pas forcément zinzin, mais en tout cas, je comprenais pas, en fait, parfois pourquoi, même 4 ans après, en fait, j'avais ce qu'on appelle des pensées intrusives. C'est donc tous les jours, en fait, imaginer, le prochain attentat et avoir des angoisses par rapport à ça. Je me disais, voilà, le temps est passé, pourquoi est-ce que j'ai ça, pourquoi... Et je suis allée voir des psys qui m'ont expliqué, oui, c'est tout à fait logique, et notamment pour les victimes indirectes, en fait, il y a une projection de ce que l'autre a vécu, donc le cerveau forme des images, et ça peut créer ce genre de syndrome. Et en fait, ça a été vraiment une libération de discuter avec des gens que j'avais jamais eu l'occasion d'entendre ni de lire, qui mettaient des mots sur les mots MAUX, parce que comme disait Peggy, j'aime les jeux de mots, et voilà, ça a été sa première démarche là, l'écriture et l'enquête en fait. Après c'est le processus pour aller mieux, c'est quelque chose qui prend du temps. J'ai aussi appris à gérer certaines colères et pouvoir exprimer les choses, et pouvoir exprimer les choses pas seulement quand j'étais bourrée, parce que quand je raconte dans le livre, je retenais pas mal de choses auprès de mes proches, et si je picolais trop, ce qui m'arrivait souvent, il y avait une espèce de logorrhée avinée assez gênante, où en fait j'allais parler pendant 2 heures de 2015 en fait, et du post-7 janvier, ou de ce qui s'était passé dans nos vies, etc. Et ça, je me réveillais le lendemain avec une double gueule de bois, c'est-à-dire physique et aussi psychologique, en me disant pourquoi est-ce que j'ai raconté ça
limite un mec dans un bar, quoi. Enfin, j'exagère, mais il y avait quelque chose, en fait, où je sentais qu'il y avait besoin d'un espace de parole qui était frustré. Et il fallait que je puisse écrire, en fait, tout ça plutôt que le sortir en soirée. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre retour rue Nicolas Appert? Est-ce que c'est pas en fait le moment le plus important de votre reconstruction? Bah, c'est intéressant que vous posiez la question parce que c'est la première fois qu'on me pose cette question. Depuis que le livre est sorti. Et c'est vrai que j'étais parvenue pendant 5 ans, en fait, dans cette rue. Et en y retournant, j'ai compris que mon espace à moi de traumatisme, s'il existait, c'était dans cette rue. C'était pas dans les locaux, parce que je n'y étais pas. Et d'ailleurs, j'ai pas ressenti du tout le besoin de rentrer en fait dans les locaux de Charlie. Mais le premier choc que j'ai eu, c'est rue Nicolas Appert. C'est quand je suis arrivée au milieu il y avait des journalistes, des sirènes partout, des flics, etc. Que j'ai compris en voyant la tête d'un flic de Charb, que Charb était mort. Parce qu'en fait, il y a eu une période de sidération et de déni où j'étais persuadée que j'allais tous les retrouver en bas de l'immeuble, alors que j'avais reçu un texto où Luz me disait c'est un carnage. Mais ça s'appelle l'effet de sidération. Hein. J'étais quand même persuadée que j'allais les retrouver. Et donc, quand je sais pas quelle heure il était exactement, c'était en fin de matinée, quand je suis arrivée en bas de cet immeuble, au milieu du brouhaha, voilà, que je me suis dit, ok, il y a ce qui s'est passé, enfin, j'ai mieux compris ce qui s'était passé, et j'ai compris que, voilà, notre vie était aussi complètement bouleversée. Donc retourner sur ces lieux-là, en cette rue, qui pour le coup était vide, ça m'a permis de réaliser ça et de mieux comprendre aussi voilà, ce qui s'était passé, en tout cas pour moi. Et comment ma mémoire aussi avait travaillé sur cet événement. Je trouve ça intéressant de savoir pourquoi je me souviens de ça, mais par contre j'ai une espèce de blackout dans l'après-midi. Enfin, quels sont les détails qu'en fait mon cerveau a accepté ou pas dans cet après-midi et cette soirée-là. Alors, où s'arrête le ricochet? Parce que finalement, est-ce que toute une société ne pourrait pas être aussi ricochet? On pourrait dire cela de la société française face à la vague d'attentats islamistes domestiques depuis 2012 et d'autant plus depuis 2015. Alors, je pense que oui. J'ai l'image du caillou qui tombe dans l'eau et ça crée plusieurs cercles en fait. Et dans ces cercles-là, moi je fais partie du premier cercle de cet impact, mais évidemment il y en a d'autres. Et je ne nie pas du tout l'état de sidération, l'état de traumatisme même de énormément de Français, notamment en 2015 avec les attentats du 7, 8 et 9 et les attentats du 13 novembre. Il y a une attaque en fait psychique collective, c'est évident. Ceci étant dit, je trouvais ça important dans le livre d'expliquer que c'est une chose d'être bouleversé par quelque chose qui se passe en France, mais ça va pas forcément changer totalement sa vie. Je vais dire un truc voilà, qui peut paraître dur, mais les attentats du 13 novembre m'ont évidemment bouleversé, mais il n'y a pas eu un avant-après dans ma vie par rapport à ça. Enfin, je n'y pense pas tous les jours. Enfin, voilà, et c'est peut-être la différence, sans vouloir nier la douleur, la colère que ces attentats ont créé chez millions de personnes. Et j'ai envie de dire, tant mieux, heureusement que ça a créé ce choc-là, enfin que ça passe pas comme quelque chose d'anodin. Sans vouloir nier ça, je trouvais ça important de pouvoir dire, attention, il y a un cercle qui atteint encore différemment. Ce ne sont pas des victimes directes, mais ce ne sont pas non plus des citoyens français, j'ai envie de dire, comme les autres, il se passe encore autre chose. Quelle est la différence entre un ricochet et un traumatisme? Et en particulier, est-ce qu'il y a une différence entre un ricochet et un traumatisme collectif? Je dirais que
que le traumatisme collectif, il y a la sensation en fait qu'un pays en fait a été visé et pour le coup a été touché, et il y a un sentiment d'empathie évidemment pour les victimes, les rescapés, etc. Quand on est Ricochet, il va y avoir encore autre chose. Je vais essayer une métaphore, je suis pas sûre qu'elle soit la bonne, hein, mais disons que quand on est Ricochet, je pense que l'événement est marqué au fer rouge sur la peau, alors que d'un point de vue collectif, c'est tatoué, quoi. Mais c'est pas la même chose, marqué au fer rouge et tatoué, c'est pas la même douleur. Et d'autre part, ce qui se passe en fait quand on est Ricochet aussi, c'est qu'il y a une souffrance de voir l'autre souffrir, qu'on constate au quotidien. Et le sentiment d'empathie, il n'est pas symbolique ou il n'est pas général en disant « Oh, je vais penser à telle victime, etc. » C'est on le voit. On voit auprès de son proche ce que ça a créé comme blessure psychique. Et du coup, il y a quelque chose, en fait, de pouvoir constater sur le long terme, en fait, cette blessure. Même si ça cicatrise, même s'il y a une réparation, il y a cette attention à l'autre. Et quand je dis, là je parle en l'occurrence en ce qui me concerne, c'est mon conjoint, mais on peut être Ricochet en étant la mère, le père, le frère, la meilleure amie, enfin voilà, c'est pas forcément du tout lié au couple. Mais disons que c'est la personne qui va être au plus proche et qui va constater en fait que sur le long terme, en fait, l'autre est marqué à vie, et du coup, ça va avoir un impact sur soi. Alors, je vais vous poser une question qui est peut-être un peu dérangeante, mais bon, je vous la pose quand même. Aujourd'hui, on vit dans une société qui se fait volontiers assez victimaire. Et en fait, le fait de revendiquer la victimisation indirecte, est-ce que ça n'est pas, d'une certaine façon, dévaloriser le sort des victimes directes ? C'est une bonne question, parce que c'est une question que je me suis posée longtemps. Sachant qu'en plus j'ai un souci avec on va dire l'idéologie victimaire. Être victime, c'est pas être, on veut pas de médaille de victime, c'est pas cool d'être victime, quoi. Enfin, c'est pas, et c'est pas un but en soi, et c'est pas une identité aussi. C'est quelque chose sur lequel j'insiste dans mon livre, c'est que moi j'ai pas cherché à être revendiquée en tant que victime. Et d'ailleurs, je ne dis plus victime par ricochet, je dis les ricochets, puisque parmi les personnes que j'ai rencontrées, certaines disent « Ah non, moi je suis pas du tout victime, par contre je suis ricochet ». Et donc je pense que le terme ricochet permet d'intégrer une population plus large que victime par ricochet. Ceci étant dit, moi j'ai eu besoin, qu'on me le dise. J'ai eu besoin qu'on reconnaisse les préjudices traversés pour pouvoir justement passer aussi à autre chose. Je fais le parallèle avec le cas d'agression sexuelle ou de viol. L'idée, quand on vous dit vous avez été victime d'un viol, c'est pas de s'enfermer dans cette identité-là. C'est qu'il y a à un moment donné une autorité qui reconnaisse le préjudice, qui reconnaisse l'événement, et pour pouvoir après se reconstruire. Moi j'ai eu besoin de cette reconnaissance-là. Pour le coup c'est venu du fonds de garantie d'indemnisation des victimes de terrorisme et d'accidents. J'ai eu besoin, en tout cas j'ai vu l'effet que ça a eu sur moi quand on m'a reconnue, c'est-à-dire que s'il y avait ce truc, genre très bien, il y a cette reconnaissance-là, maintenant je peux avancer. Pour d'autres personnes, il n'y a pas sa nécessité de reconnaissance d'une autorité. Je pense que ça dépend de chacun. Mais évidemment, je me suis posé la question de la légitimité, je me suis posé la question de la décence même. Il y a eu, mais ça j'en ai parlé aussi autour de moi, et notamment à Luz, en disant mais là le bouquin va sortir, c'est en plein procès du 13 novembre, est-ce qu'il n'y a pas des victimes qui vont se dire oh c'est qui celle-là qui parle de son genre oh la pauvre elle est victime indirecte, enfin ça va, nous on a vécu pire. Et en fait quand je me faisais mon propre avocat du diable en me disant est-ce que c'est légitime et est-ce que c'est décent de ma part de prendre la parole là-dessus, je disais attention mais il y en a des ricochets sur le 13 novembre, il y en a plein. Et eux se sentent pas légitimes à parler parce que, c'est pas eux les victimes, directes. Et
et pourtant il y a une souffrance. Et il y a une souffrance quand elle peut pas être exprimée. Donc en fait, voilà, je fais mon propre argumentaire dans ma tête en disant mais pourquoi tu parles de ça? Mais si, c'est important. Et donc voilà, mais c'est vrai que c'est une vraie question voilà, encore une fois, et de légitimité et de posture, mais moi je suis assez au clair sur le fait que je ne m'identifie pas, je ne suis pas entièrement une victime, je suis plein de choses dans la vie, mais j'ai été victime. Alors, en tant que féministe, est-ce que vous avez eu des scrupules à écrire un livre qui, en fait, fondamentalement exige que vous vous présentiez en femme d'eux? Et ouais, c'est un autre souci. C'est une autre raison pour laquelle j'ai mis du temps aussi à écrire ce livre, en tout cas à publier, parce que j'ai toujours un petit peu écrit, mais voilà, à vraiment m'y atteler. C'est que je me suis retrouvée en 2015 dans un cyclone, au cœur du cyclone, et notamment un cyclone médiatique, où à un moment donné j'ai écrit un article, je sais plus sur quel support, je sais plus si c'est l'Obs ou Braille, mais j'ai écrit un article en tant que journaliste, Camille Manuel, qui post-attentat, mais sur un article un peu vénère en fait, sur mon entourage progressiste, féministe, qui était globalement assez anti-Charlie, et j'ai écrit, voilà. Mais à l'époque, mes articles, ils étaient lus, genre, je sais pas, 10 000 fois, quoi. Et là, je m'étais pas rendu compte que justement, la France était absolument traumatisée par ce qui s'était passé. Moi, je me rendais pas compte, je comprenais le traumatisme des gens autour de moi, mais le traumatisme collectif, à cette époque-là, je n'en prenais pas conscience. Et du coup, l'article a été extrêmement lu. Bon, tant mieux, sauf que je suis devenue la femme d'eux. Et je suis devenue la femme du survivant, enfin, super. Et c'est un problème dans le sens où, du coup, on a commencé à me contacter que pour ça. Je suis devenue son attachée de presse. Donc, il y avait des journalistes qui m'appelaient pour le joindre lui. Je suis devenue sa porte-parole. Enfin, voilà, il y avait un truc je ne suis que le relais, en fait, de mon mari. Moi, ça me posait problème. Lui, ça lui posait un problème aussi. Il s'est rendu compte assez tôt, en fait, de ça, de ce phénomène, heureusement. Je me souviens d'une fois où il y avait des gens qui étaient venus nous voir, des amis, et ouais, il avait dit genre, excusez-moi, mais là, ça fait 2 heures que vous me demandez comment j'allais, vous... Enfin, je sais pas, il y a Camille à côté, quoi, on est deux à traverser tout ça. Et j'avais trouvé ça plutôt bien de sa part, j'étais genre, non, non, ça va. Mais j'avais trouvé ça assez important qu'ils se rendent compte qu'en fait, voilà, on était deux face à tout ce bouleversement et à gérer ça, mais que voilà, on m'identifiait comme la femme de. Avec ce truc en plus, pas très féministe, genre ah bah oui, t'es la femme, tu dois t'occuper de ton mari, enfin c'est normal, genre bah non. Donc oui, là, le fait de publier ce livre, ça me repositionne comme femme d'eux, sauf que cette fois-ci, je deviens sujet de ce récit et c'est pas passif. C'est-à-dire que c'est pas juste un journaliste à la con qui va dire la femme du survivant, je sais pas quoi. C'est moi qui prends la parole et qui décrypte cette position-là et qui essaye d'en faire autre chose en fait. Donc je reprends possession de ce récit. Alors vous avez aussi des passages très durs contre les autorités françaises, notamment le fait que des personnalités médiatiquement plus visibles que vous, mais pas forcément autant en danger, aient été mieux protégées que Luz et vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et comment expliquez-vous en fait cette différence de traitement ? Moi j'ai une éducation très républicaine. Vraiment j'ai été élevée dans un peu le culte républicain, de l'État au service de tous les citoyens, ou en tout cas, au service... toutes les valeurs républicaines où en fait chaque citoyen est égal et que l'État protège en fait l'ensemble de ses citoyens. Bon, j'ai vite compris en 2015 que ça dépendait des citoyens. Ça dépendait si ce citoyen passait à la télé et avait un pouvoir d'influence, ce qui n'était pas notre cas. On pouvait pas, il y avait plein de choses sur lesquelles on ne pouvait pas prendre la parole, pour des questions de sécurité. Et ça dépendait si ce citoyen se faisait des dîners au ministère régulièrement ou pas, quoi, ce qui n'est pas notre cas du tout. Et j'ai découvert, et ça
ça m'a blessée même dans mes idéaux, que on s'en foutait un peu de notre sort. Et il y avait le minimum de la protec policière, mais le reste, on avait zéro info, zéro suivi, enfin c'était n'importe quoi, on devait se débrouiller vraiment tout seul. Ça a été un choc, parce que c'est assez bien résumé par un des flics de la Protec, et beaucoup les flics, c'est pas leur responsabilité, déjà ils ont un métier compliqué, et puis c'est une question d'organisation. Mais un flic, à un moment donné, j'avais posé une question pragmatique, voilà, si vous pouvez nous aider sur tel et tel truc, je crois que c'était une question d'appart ou je sais pas quoi. Et il m'avait regardé, genre, madame, on n'est pas dans une série télé américaine. Là, genre, ah ouais, d'accord. Mais on n'est même pas dans Julie Lescaut, quoi. Enfin, il y avait vraiment un vide en fait étatique en face de nous, ce qui fait que on a vite appris à se démerder tout seul sur pas mal de choses. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai découvert, mais que mes proches à moi n'imaginaient pas. J'ai des amis qui étaient persuadés qu'on était hyper aidés par l'État, qui nous trouvait un appart, que machin, que tout ça, enfin voilà, pas du tout. Quand je disais genre, ah, l'État, quel État, il n'y a personne là, enfin, quand on envoie un mail, on n'a pas de réponse, alors bon, on se débrouille quoi. Et quand je dis on se débrouille, il y avait vraiment cette question de logement en fait, de sécurité, de logement et tout, qui était vraiment centrale, enfin là c'était plus une question de survie qu'autre chose quoi. On demandait pas à être reçu à des dîners, à manger des petits fours à l'Élysée, quoi. C'était plus vraiment sur des questions pragmatiques, genre on a besoin d'un logement qui soit safe. Est-ce que vous pouvez nous accompagner là-dedans? Bah non, non, c'était pas le cas. Donc, euh, donc oui, j'ai découvert, mais aussi je pense que des gens autour de moi étaient là, genre mais c'est fou quand même que ça soit, qui est, enfin voilà, il y avait à l'époque, voilà, qui a été créé un secrétariat d'aide aux victimes. Je sais pas trop ce qu'elle faisait. Si, elle était en contact pour le coup avec des associations de victimes, notamment enfin, créées dans le cadre des attentats du 13 novembre. Moi, je fais partie d'aucune association. Enfin voilà, et on était un peu laissés tout seuls. Mais bon, après, c'est pas. Pourquoi j'en parle dans mon livre? C'est pas pour faire genre bouh, l'État il nous a pas aidés. C'est plus pour peut-être un peu le remuer un peu. Et puis faire comprendre en fait qu'il y a un boulot à faire pour les autres. Enfin, si. C'est pas s'il y aura des attentats dans les prochains attentats, etc. Qu'il y a peut-être des choses à faire avancer à ce niveau-là. Alors, en ayant écrit un livre qui part de votre expérience personnelle et que vous élargissez justement comme par ricochet de propos d'autres victimes et d'experts, vous proposez une œuvre que certains pourraient qualifier de dépolitisée. Et c'est aussi l'approche qu'avait choisie Luz dans son interview donnée le 10 janvier aux Inrocks au sujet de la tuerie de Charlie Hebdo. Donc, je cite une des phrases caractéristiques. Il disait « Ce sont des gens qui ont été assassinés, pas la liberté d'expression ». Et dans le livre, sans la nommer, vous racontez comment une personne vous a accueilli à la manifestation du 11 janvier en conspuant très très violemment ce propos. On imagine, et vous décrivez très bien votre choc sur le moment, mais qu'est-ce que vous auriez à lui répondre aujourd'hui ? Oui, j'avais été très marquée en fait par cette personne qui était plus ou moins proche du journal, enfin voilà, et qui, moi, m'avait engueulé moi en plus, donc je trouvais ça fort de café, en disant il va regretter toute sa vie cet article, enfin cette interview, c'est dégueulasse ce qu'il a dit. J'étais genre quoi, c'est dégueulasse, elle est très bien cette interview, enfin. Sauf qu'il expliquait qu'en fait, il fallait faire attention au trop symbolique et que c'était pas les gens qui avaient été tués. Enfin, on n'avait pas tué de la liberté d'expression, on avait tué des humains et il fallait recentrer aussi par rapport à ça, qui représentait certaines choses évidemment, mais le trop symbolique pouvait être dangereux en fait. Et elle m'avait donc engueulée pour l'interview auquel il avait répondu. Je comprends en fait. En gros, comme vous le disiez, il y avait peut-être ce truc genre il dépolitise en fait ce qui s'est passé, ou ce ne sont pas juste des personnes qui ont été tuées comme ça. C'est le droit au blasphème, etc. Pour le coup, aujourd'hui, avec 6 ans de recul, je trouve que ce qu'il a dit était toujours aussi juste. Moi, je sais que quand je lis, c'est la laïcité qui a été tuée et tout, je suis là genre, non, on va redonner le nom en fait, des gens qui sont morts.
Et pour revenir sur ce sujet, je me souviens très bien, le 14 novembre ou 15 novembre 2015, avoir écouté la radio et avoir entendu une éditorialiste sur une radio de service public qui a sorti cette phrase qui m'a marquée en disant contrairement aux attentats de janvier, là ce sont des gens normaux qui ont été touchés. Et je me souviens avoir sursauté en me disant mais comment ça des gens normaux ? Parce que les journalistes et les juifs c'est pas des gens normaux ? Enfin, je comprends ce propos parce que c'était des terrasses, des salles de concert, c'était pas des salles de rédaction, voilà. Mais sauf que les personnes qui étaient au journal le 7, déjà il n'y avait pas que des dessinateurs, il y avait plusieurs personnes qui étaient là, qui se trouvaient dans les locaux. Et puis c'était pas une entité, enfin voilà, il y avait aussi des personnalités qui étaient très différentes. Et le 8, c'est une policière qui a été tuée. Le 9, ce sont des gens qui allaient faire leurs courses. On parle de gens normaux quand même, enfin voilà. Et je trouve ça important parfois de rappeler qui étaient les hommes et les femmes victimes et de rezoomer en fait sur ça plutôt que dézoomer en faisant quelque chose de trop symbolique. Non, mais finalement, vous tentez d'aller au cœur de l'expérience individuelle, au-delà des questions politiques déjà, et des questions symboliques. Or, aujourd'hui, on a tendance à effacer l'individu. On veut le mettre dans des cases, et notamment des cases identitaires. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être vous êtes en désaccord total avec cette idée. L'idée n'est pas de totalement dépolitiser les choses. L'idée, c'est, oui, remettre un petit peu les choses à leur niveau humain et ne pas être hors sol sur ce qui s'est passé. Et j'ai cité un exemple que j'ai dit dans mon livre. J'ai été à un moment donné très en colère contre certaines personnes qui ont très vite pris la parole après les attentats du 7, 8, 9 en disant genre oui mais quand même les caricatures c'était un peu abusé. Et en fait là où j'étais très en colère c'est que je me disais elles ont le luxe d'aller à France Inter prendre la parole. Nous on est en train de faire un planning pour savoir à quel enterrement il peut aller et où il peut pas aller parce qu'il y en avait trop dans des enterrements. Et il pouvait pas être partout. Et c'était ça en fait, le quotidien. Et pendant ce temps-là, il y avait certaines personnes qui étaient là genre oui je voudrais débattre quand même sur la liberté d'expression et on a le droit de pas être Charlie quand même, mince alors. Et là genre mais tu veux un mouchoir connasse, enfin c'est vraiment et quand je dis remettre de l'humain, c'est dire les cadavres étaient encore chauds et il y a certaines personnes qui allaient débattre sur le fait que c'est un petit peu dur quand même d'être obligé d'être Charlie, enfin un peu de décence pour le coup quoi. Et voilà, c'est pourquoi c'est important parfois de remettre de l'humain, c'est que il peut y avoir une tendance quand on est dans des grands débats d'oublier ce qui s'est passé pour de vrai et enfin concrètement et en fait quand on dit j'en ai tué de la liberté d'expression ou de la laïcité, ça paraît pas très grave quoi, enfin bon c'est une idée qu'on tue quoi. Une idée qu'on tue c'est comme les méchants dans les films, elle peut renaître juste après. Quand ce sont des individus réels, bah c'est pas le cas. Et je pense qu'aujourd'hui il faut faire attention à remettre aussi de l'humain parce que justement il y a des débats enflammés notamment sur les réseaux sociaux et typiquement moi je pense voilà il faut pouvoir lire le bouquin de Mila où elle raconte sa vie et on voit qui est cette jeune fille et ce qui se passe etc. Elle devient réelle et c'est pas juste une idée en fait qu'on insulte, non c'est une vraie personne en fait dont la vie est complètement foutue en l'air à cause de petits cons ultra violents quoi. Donc je pense que pouvoir faire ces récits-là individuels, ça permet peut-être de moins s'enflammer sur des débats collectifs ou en tout cas de replacer les choses. Eh bien, Camille Emmanuel, c'est une très bonne conclusion à votre très beau témoignage et je rappelle la sortie de votre livre Ricochet aux éditions Grasset. Merci beaucoup d'avoir participé aux Contrariantes aujourd'hui. Merci. Et c'est la fin de cette première partie. Nous donnons rendez-vous à nos auditeurs dans quelques instants pour la seconde qui porte sur nos habituelles contrariétés. Bienvenue dans la deuxième partie des Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Après avoir reçu dans la première partie de l'émission la journaliste Camille Emmanuel pour son livre Ricochet,
c'est au tour de nos célèbres contrariétés de la semaine. Peggy, je te laisse commencer. Alors, ma contrariété de la semaine part d'une enquête sur la crise climatique qui a été réalisée dans 10 pays, donc l'Australie, le Brésil, les États-Unis, la Finlande, la France, l'Inde, le Nigeria, les Philippines, le Portugal et le Royaume-Uni, qui a été menée auprès de 10 000 jeunes de 16 à 25 ans et qui montre que les 3/4 jugent le futur effrayant et affirment que l'éco-anxiété, donc l'éco-anxiété c'est la détresse causée par les questions environnementales, leur nuit au quotidien. Donc plus précisément, 59% des sondés déclarent être très ou extrêmement inquiets du changement climatique. 45% affirment que l'anxiété climatique les empêche de bien dormir, de bien se nourrir, d'étudier, d'aller à l'école ou encore de s'amuser. 75% jugent le futur effrayant, 56% estiment que l'humanité est condamnée, entre guillemets, 55% qu'ils auront moins d'opportunités que leurs parents, 52% que la sécurité de leur famille sera menacée, et 39% hésitent à avoir des enfants. Et enfin, plus de la moitié des sondés déclarent se sentir apeurés, tristes, anxieux, en colère, sans défense ou coupables, et moins de 30% se définissent comme optimistes. Alors plus précisément, c'est ça aussi qui est intéressant, les plus gros chiffres d'éco-anxiété se constatent dans les pays donc les plus pauvres. Il y a 92% aux Philippines, 86% au Brésil, 81% au Portugal, 80% en Inde. La France est à 74%, les États-Unis à 68%, et le pays le moins éco-anxieux, c'est la Finlande. Ce qui me contrarie, premièrement, c'est que, demander à des adolescents et des jeunes adultes s'ils sont mal dans leur vie, je sais pas, c'est un peu comme demander à Madonna si elle aime la chirurgie esthétique. Et plus profondément, ce qui me contrarie là-dedans, c'est qu'on voit à l'œuvre les conséquences d'un manque de pensée sur le temps long, en général, et en particulier de prise en compte, et peut-être même tout simplement de prise de conscience de l'évolution. Donc certes aussi, sans doute que le court-termisme est une caractéristique des cerveaux jeunes, pour qui 6 mois équivaut à une éternité, mais on aurait pu s'attendre justement à ce que soit frais dans leur esprit le fait que la planète a déjà connu d'importantes variations climatiques, que l'humain a pu s'y adapter, que nous sommes justement l'une des espèces animales parmi les plus adaptables qui soient, que le fait que le changement climatique actuel soit la conséquence d'activités humaines ne change absolument rien au fond de cette réalité. Que depuis, grosso modo, 300 000 ans qu'existe l'espèce humaine, c'est justement par l'usage de notre intelligence que nous nous sommes sortis du pétrin, que c'est l'exploitation de nos ressources cognitives qui nous fait comprendre le monde et qui nous permet de le plier à notre avantage, et que le changement climatique, même anthropique, n'a aucune raison d'être une exception. Donc voilà, si j'avais quelque chose à dire à ces jeunes et un peu moins jeunes, très éco-anxieux, c'est que c'est pas en restant assis à pleurer devant une vidéo de Greta Thunberg qui elle-même pleure qu'on fait le meilleur usage de cette intelligence, qui nous a permis de franchir des obstacles autrement plus terribles que la crise climatique actuelle. Eh bien, Peggy, je bois tes paroles. Comme souvent. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est l'usage intensif du préfixe éco, parce que maintenant tout est éco. Ah oui. On est éco-anxieux, on est écoféministe. En fait, l'identité d'aujourd'hui, c'est l'identité écologique, mais elle est tellement dispersée dans toutes les fibres de notre être et de notre vie que finalement, elle n'est nulle part. Donc, la véritable écologie, on la cherche toujours. Moi, j'ai une nouvelle machine à laver, c'est une éco-machine aussi. Voilà. Elle fonctionne pas à la sueur, mais c'est juste qu'elle est vendue comme moins gourmande en énergie. Bientôt, on aura des éco-sorcières, je pense. C'est ça. Alors, ma contrariété ne parle pas du tout d'éco-sorcière, plutôt d'une forme de sorcier. J'ai nommé notre ami Éric Zemmour. Alors, ma contrariété est très simple, c'est que je vis une sorte de trop-plein de Zemmour. Il est partout, il est omniprésent. On en parle dans les médias, dans les journaux, à la télévision. On ne peut plus ouvrir un journal ou allumer la télévision, écouter la radio sans entendre parler d'Éric Zemmour. Il y a une obsession, en fait, je pense, aujourd'hui pour lui. Alors, bien sûr, il est dans l'actualité, il fait l'actualité.
Il est aujourd'hui à 10-11% d'intention de vote dans les sondages. D'ailleurs, je vais rappeler qui est Éric Zemmour, parce qu'une chose qui me frappe aussi, c'est qu'on ne le présente même plus. Donc Éric Zemmour, c'est un essayiste, un ancien journaliste qui travaillait au Figaro jusqu'il y a peu, qui était éditorialiste et qui est connu depuis quelques années pour des livres très critiques de l'immigration et de ce qu'il identifie comme un déclin français. C'est quelqu'un qui est obsédé par l'épopée napoléonienne et la grandeur passée de la France, et qui est de droite, je pense que ça va sans dire, même très à droite. Extrême droite, alors c'est compliqué, je pense qu'on va pas rentrer dans ce débat-là, mais en tout cas, voilà qui c'est. Et alors, je le rappelle parce qu'une chose qui me frappe aussi, c'est qu'on ne le présente plus, comme s'il était tellement familier, connu, qu'on n'avait plus besoin de le faire. Et c'est dommage. Je pense que ce serait intéressant déjà de le présenter à nouveau, parce que ça nous montrerait à quel point il est devenu quasiment trop familier. Et voilà, et quand je dis qu'il est partout, c'est que la semaine dernière, il faisait même la couverture de Paris Match. Alors, mon inquiétude, en fait, et ma contrariété, c'est qu'on arrive à une forme de nouvelle loi de Godwin. Alors, ce serait une loi de Zemmour, finalement. C'est que chaque conversation, chaque discussion débouche sur une remarque, une question sur Zemmour. Et j'en veux pour preuve... notamment dans la presse, des articles que je vois sortir où Zemmour est systématiquement présent dans le titre, même si l'article n'a pas grand-chose à voir avec, où il faut absolument ajouter une question dans l'interview ou dans l'article sur Zemmour. Voilà. Donc oui, il est là, il faut le prendre en compte, il faut en parler. Mais d'un autre côté, il faut peut-être se calmer un petit peu, parce qu'en fait, en le mettant tout le temps en avant, eh bien, évidemment, on fait son jeu. Oui, c'est tout à fait juste. Et moi aussi, le gros problème que j'ai, je partage aussi ce trop-plein. Ce trop-plein de Zemmour, c'est que quand on dit qu'on en parle trop, on continue à en parler. Donc c'est très. C'est ce que je viens de faire. C'est ce que je viens de faire, Peggy. Je sais pas si c'est un piège à la Kafka. C'est un truc. Ouais, en tout cas, on s'en sort pas. Mais c'est. Non, mais en même temps, comment dire, c'est aussi très. Enfin, je veux dire, moi, je suis très très préoccupée. Je vais pas me cacher derrière mon petit doigt pour. J'avoue qu'il me terrifie sur plein d'aspects. Ce qu'il pense, ce qu'il exprime, je pensais que c'était... pour le coup, moi, je vais faire ma gauchiste de base. Je pensais que c'était plus possible de penser ça aujourd'hui. Voilà, ce qu'il dit sur la peine de mort. Les trucs, voilà, moi, j'étais vraiment persuadée qu'il y avait des effets cliquets. On ne pouvait pas revenir en arrière, mais évidemment, si, lui, il se baigne dedans et ça a l'air de plaire. Donc, voilà, mais c'est vrai que c'est la quadrature du cercle. On ne voudrait pas en parler, on ne voudrait pas que ça existe, mais on ne peut peut-être pas faire autrement, quoi. Tu as raison, mais ce qui est frappant aussi, c'est qu'on parle de lui, mais on ne parle pas de ses idées. Oui. Donc on sous-entend toujours que ces idées sont dérangeantes, mais on ne les rappelle pas. Donc c'est très paradoxal, parce qu'il faudrait peut-être parler un petit peu du fond aussi. Alors c'est un autre problème de ce début de campagne, c'est qu'il y a absolument zéro discussion sur le fond. Mais on est en train de parler de personnalité. Finalement, c'est le jeu présidentiel, mais qui est poussé à son paroxysme comme jamais, parce que les médias et les réseaux sociaux n'aident pas, et au contraire encouragent en fait cette obsession personnalisée. Mais il est vraiment gênant qu'il n'y ait aucun contrepoids. Donc il faudrait réfléchir peut-être dans les prochaines semaines, y compris nous qui sommes des acteurs des médias, à la façon de traiter cette question. Effectivement, et puis en plus, c'est pas la couverture de Paris Match où, rappelons-le, il est en compagnie d'une femme qui n'est pas la sienne, dans l'eau, qui va remettre le débat sur des questions plus intellectuelles que personnelles. Eh bien, c'est une parfaite conclusion à cette seconde partie et à notre émission du jour. Merci beaucoup, Peggy. Et nous retrouvons nos auditeurs dans 2 semaines pour une nouvelle émission des Contrariantes.